merci d'être ici. Il me fait très plaisir de vous parler de mon projet de recherche dont je suis le plus fier, c'est-à-dire l'amitié et l'humanisme et les représentations publiques de l'amitié. Je travaille là-dessus depuis maintenant 5 ans, en essayant d'éditer un album d'amis d'un humaniste et helléniste de la fin du XVIe siècle. Je vous en montrerai des passages. Et j'essaie aussi de comprendre ce qu'on peut dire sur les démonstrations publiques d'amitié, et ce qui m'a amené à travailler sur Facebook. Mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de compte Facebook visible et je n'entretiens pas de page Facebook. Ce dont je vais vous parler, c'est un genre qui est apparu, dit-on, avec la Réforme vers 1542 dans l'entourage de Philippe Melanchthon. Je dis dit-on parce que c'est pour l'instant la doxa. Je pense qu'en fait c'était beaucoup plus répandu, mais que l'historiographie a favorisé les recherches en milieu protestant. Il s'agit de petits carnets, dont je vous montrerai aussi des exemples, qui sont que le possesseur, qui a signé en première page, fait circuler auprès de ceux qu'il appelle ses amis, c'est-à-dire ses professeurs, mais aussi les personnes célèbres qu'il a pu rencontrer, les gens avec qui il a partagé une table à une taverne, et ils se sont bien entendus, les gens qui l'ont logé ou qui l'a logé, les amis de ses parents, les amis de ses amis, les professeurs auprès de qui ils espèrent obtenir une charge de cours, etc. Donc ces albums qu'on appelle Alba Amicorum sont humanistes au départ. On ne connaît pas de femmes qui aient des albums de ce type. On connaît des femmes qui ont des carnets de chansons ou des carnets de citations. Et j'aimerais mettre en relation ce genre, donc collectionner des déclarations d'amitié, un autre genre humaniste qui est citer les adages d'Érasme, c'est-à-dire que les adages d'Érasme sont vraiment une œuvre séminale pour la littérature qui suit, c'est-à-dire du XVIe et du XVIIe siècle, et les emblèmes, dont le premier recueil est publié en 1532 en France par André Alcia. Et mon idée, c'est qu'en fait, il s'agit de produire des textes qui sont des objets sur lesquels discuter, qui se partagent, un peu comme des inscriptions sur un mur Facebook. Alors, ici, vous avez la première représentation de l'université de Leyde qu'on connaisse. Alors, ça ressemble à une église, vous avez raison, ça a été désacralisé. En 1575, c'était un couvent, et c'est la première université calviniste hors de Genève, et qui est une université humaniste, c'est-à-dire on va faire la bibliothèque telle qu'elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours, pour fonder une nouvelle manière de parler de théologie, de philosophie, de philologie. Et on va inviter d'abord Juste Lipse, puis Joseph Scaliger, à développer la connaissance des langues anciennes là. Alors, c'est intéressant parce que ça vous donne une idée de ce qu'on trouve dans ces petits carnets. Et Leyde est un centre de production de ces albas. Ici, vous voyez en latin une inscription qui dit « Voici ce que font les étudiants de Leyde lorsque la glace ne refuse d'être fondue par la liqueur dionysienne. » Donc, visiblement, ils avaient un peu abusé de la liqueur dionysienne avant de faire l'inscription, mais ça vous donne l'esprit de ces inscriptions d'étudiants pour étudiants, dont je vous montrerai beaucoup par la suite. Alors, ici, vous voyez, mais c'est bizarre, il y a vraiment un problème de luminosité. Vous voyez une collection sur laquelle j'ai travaillé, je suis assez fière d'avoir mis ça, et aussi la référence, si ça vous intéresse et vous voulez voir d'autres images, à un catalogue d'exposition qui a été fait à La Haye et qui m'a beaucoup inspirée.
parce que j'ai vu aussi la diversité de ces albums. Alors moi, je travaille sur un album très sérieux, qui est l'album de Bonaventura Vulcanius. Je vous ai mis son portrait à la fin de sa carrière. Il était mieux quand il était jeune. Mais quand il est jeune, il n'a pas de poste. Donc il obtient son premier poste en 1581. Donc vous voyez qu'il est né en 1538. Et entre 1562 et 1581, c'est la galère, de ville en ville, comme correcteur auprès de grands éditeurs. Donc il va aller à Genève chez Henri Étienne, il va aller à Bâle, à Anvers chez Christophe Plantin, et enfin il trouve un poste comme espion auprès de Guillaume d'Orange pendant la Révolte. Et son don des langues l'aidera beaucoup. Il devient secrétaire de Philippe Marnix, qui est vraiment un homme important pour la révolte, ce qu'on a appelé la révolte des gueux contre l'Empire espagnol. Et enfin, il est professeur de grec et de latin à Leyde jusqu'à la fin de sa vie. Alors l'album qu'on a est tout à fait intéressant. Il l'a commencé quand il était à Genève, et il a été offert à cet homme, qui n'est plus un étudiant, par Henri Étienne, chez qui il avait travaillé. Alors, cet homme a beaucoup d'amis, il y a 117 contributions dans cet album, et dans ses amis, on peut compter, donc j'avais essayé de les séparer un petit peu, d'abord les collègues qu'il a rencontrés, et donc il y a tout ce milieu d'exilés très savants dans les milieux protestants à partir des années 1572, c'est-à-dire qui ont quitté la France après la Saint-Barthélemy et qui tournent en Europe et qui se connaissent tous. Il y a les amis des amis, alors, par exemple Douza, qu'il ne connaît pas, qui est un homme très important à Leyde, et qui va faire une inscription avant de le rencontrer. Donc on lui a donné l'album en disant voilà, c'est Bonaventura Vulcanius et ce serait gentil. Il y a les collègues et il y a les éditeurs, alors là il y a toute une collection. Il y a les amis des amis des amis. Un jour il va chez un ami, l'ami n'est pas là, mais il y a un ami qui est à la maison qui s'appelle Lopius et qui signe à sa place. Donc là ils ne se connaissaient même pas avant. Et puis il y a d'autres types d'amis. Donc il y a aussi des amis qu'ils voient tous les jours, par exemple comme moi je vois Anne-France quand je suis à Québec, et qui donc n'ont pas signé l'album parce que ce n'était pas la peine. Donc les plus proches n'ont pas signé souvent. Et ça on le voit en comparant la liste des noms qui ont signé avec le nombre de lettres envoyées. Mais c'est aussi un livre de mémoire, ce qu'on appelait un livre de raison ou de mémoire au XVIe siècle, c'est-à-dire que si quelqu'un comme moi remet toutes les inscriptions dans l'ordre chronologique, on peut voir le récit de la vie de cet homme. Donc, quand il était à Genève, quand il était à Bâle, il est allé à Heidelberg, à Francfort, il a fait signer tous les maîtres d'œuvre de la révolte des gueux contre les Espagnols, il est allé à Anvers, à Bruges, et puis ensuite il est à Leyde. Et donc ça nous raconte ses voyages. Et qui il va voir quand il est où. Enfin, c'est un album qui nous montre qui connaît qui. Et c'est là-dessus que je commence à entrer dans mon côté démonstration publique. Quand on a un petit carnet de ce type, on ne l'ouvre pas à une page blanche pour le faire signer. On le fait circuler. Et donc, l'inscription qui a été portée avant que le carnet soit présenté fait partie du carnet, de ce que va lire celui qui signe. Donc si par exemple je commençais à faire circuler un carnet maintenant, si je commençais par faire signer Anne-France, au moment où ça arriverait à Alban, Alban pourrait lire ce qu'a écrit Anne-France, ce qu'a écrit Christelle, ce qu'a écrit Didier, et il pourrait se dire, tiens, il y a une faute de latin dans tel truc, donc il n'y en aura pas. Donc on va faire très très attention à se montrer sous son meilleur jour. Et si on connaît un peu d'hébreu, il y en a 11 qui connaissent au moins un peu d'hébreu dans mes 117, on va le mettre parce que c'est classe quand même. Et si on connaît une langue que personne ne connaît, par exemple l'araméen, on va le mettre. Alors là, vous imaginez pour moi qui ai fait l'édition, qui ne connaît ni l'hébreu ni l'araméen, mais parfois on fait des fautes en hébreu, mais personne ne s'en rend compte, donc ça va.
pour le latin, pour le grec, c'est pratiquement obligatoire d'avoir au moins un mot en grec pour montrer qu'on est humaniste. Et donc, il y a ce côté grande république des lettres, nous montrons que nous appartenons à cette république, mais il y a aussi le côté confession. Nous sommes en pleine guerre de religion quand ce genre apparaît, ce qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que le discours sur l'amitié se développe avec une passion et une omniprésence incroyable au moment où les gens s'égorgent littéralement dans les villes européennes. Et il se développe là où les conflits religieux sont les plus vifs, là où il y a eu la révolte des iconoclastes, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire là-dessus. Mais du coup, imaginons que je sois calviniste strict et que je fasse signer un catholique ultramontain, j'aurai un problème quand je vais le montrer à mes autres amis calvinistes. Donc il y a deux solutions. La première, c'est d'être discret, donc de ne pas faire circuler son album quand on est avec un autre cercle. L'autre solution, c'est celle qu'a prise Bonaventura Vulcanus, c'est d'avoir deux carnets. Donc un pour le côté calviniste et laïde, c'est celui qu'on a, et un autre pour ceux qui sont un peu indécis, un peu bizarres, qui ont été condamnés par les synodes et tout. Et celui-là, on le garde pour les catholiques et les évangéliques. Alors celui-là, je ne travaille pas dessus, pour une raison très simple, il est dans une collection privée. Et le texte n'en est pas accessible. Alors ce qu'on voit, du coup, si on reconstitue tout ça, c'est des réseaux. C'est-à-dire que cette amitié qui se dit toujours singulière, elle est en fait un cercle. Que la géométrie de l'amitié, ce n'est pas la ligne qui va d'un point A à un point B et revient, mais c'est au moins un triangle, il faut toujours des témoins, et idéalement un cercle. C'est-à-dire que, je vais aller vite là-dessus, si on regarde, par exemple, l'album d'amis d'Hubert Languet, on va trouver les amis de Vulcanus, et si on regarde dans ces amis qui a signé leurs albums, on va revenir au bout d'un certain temps à Vulcanus, et au même cercle, c'est-à-dire ils s'entresignent tous les carnets. On voit aussi des convives de banquet. Alors ça c'est très intéressant, c'est-à-dire on est à table, et là on va rivaliser d'esprit, de culture et d'érudition, mais au même moment, donc en commentant ce qui vient d'être dit. Et il y a un exemple comme ça, qui est passionnant, qui est à Genève, lorsque Bonaventure s'en va, il quitte Genève, et on a donc tous ces amis hellénistes qui sont réunis, et qui écrivent tous en grec. Il y en a un qui corrige l'autre en disant « mais je te rappelle que ça n'est pas le vin qui devient meilleur au fur et à mesure qu'on en boit, ce sont les livres qui deviennent meilleurs au fur et à mesure qu'on les lit, etc. » Et puis, il y a les amis de famille. Et là, on est surpris parce qu'on se dit l'humanisme est au-dessus des frontières. Au-dessus des frontières, oui, pas au-dessus des cercles, et certainement pas au-dessus des dynasties familiales. Et donc, on a les amis du père de Bonaventura Vulcanus, qui s'appelle Petrus Vulcanus. Et là, ça devient très intéressant, et c'est là-dessus que je vais me centrer. C'est-à-dire, ce père, Petrus, avait suivi des cours avec Érasme. Et vous imaginez qu'Érasme, à la fin du XVIe siècle, c'est presque un saint pour ces cercles humanistes, surtout pour ceux qui ne suivent pas le Concile de Trente. Et Érasme avait écrit une lettre de recommandation pour Petrus Vulcanus, et il lui a envoyé un petit mot de félicitation pour son mariage. À un moment, Érasme était précepteur d'un jeune homme, Lord Mountjoy, pour qui il a commencé à écrire les adages. Et les adages, c'est une collection qui commence avec 100 proverbes commentés, puis qui continue avec 1000, puis 2000, et puis qui finalement roule à 8000 proverbes qui se répondent les uns aux autres et qui se lisent comme un roman d'ailleurs. Donc, c'est dans ce cadre-là, je vais un petit peu vite, oui, qu'on va voir dans ces albums des toutes petites familles qui se créent. Donc, par exemple, je vous disais, les amis de Petrus Vulcanus vont signer en disant
pour le fils de mon ami, mais on va aussi voir des pères et des fils qui essaient de signer ensemble. Et il y a 2 exemples qui me touchent beaucoup dans cet album. C'est les exemples de Charles et Paul Labbé et François et Jean Hauteman, qui signent à une génération d'écart en cherchant la page. Enfin, le fils cherche la page où son père avait signé et signe 25 ou 30 ans plus tard, en retrouvant les traces d'un père mort à ce moment-là. On peut aussi se choisir des pères. Par exemple, je vous parlais de ceux qui aiment faire de l'hébreu. Il y avait un très grand hébraïste qui s'appelait Immanuel Tremélius et qui a participé à la Bible polyglotte d'Anvers en 1581. Puis il y a un jeune gamin qui s'appelle Philippus Ferdinandinus qui a commencé des études d'hébreu puis qui finalement a laissé tomber. Mais il cherche la page de Tremélius et il met « à celui qui fut mon guide et que j'admire et que j'espère rencontrer un jour, etc. etc. » On ne sait jamais, l'album peut revenir. Et donc son nom est associé, pour tout le monde, à celui du maître qu'il n'a pas eu. Et puis il y a aussi des pages que je trouve assez drôles, où il y a des gens qui ne se parlaient jamais, mais qui vont se retrouver sur la même double page. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais il est possible qu'il y ait dans les amis de vos amis des gens qui ne soient pas exactement bienvenus chez vous. Enfin, vous préféreriez passer la soirée avec quelqu'un d'autre. Là, ça arrive, sauf qu'en moment, au XVIe siècle, ces antipathies sont toujours assez violentes puisqu'on doit démontrer aussi son art de l'invective. Donc, par exemple, Lambert d'Anneau, je crois que c'est un homme qui a écrit des philippiques contre à peu près tous ceux qui ont signé cet album. Mais il signe quand même. Et il y a aussi des choses assez intéressantes. Par exemple, Henri Estienne, qui a donné l'album, qui a donné le livre sur lequel ça a été fait, n'a jamais voulu payer Bonaventura Vulcanius. Donc, Bonaventura a écrit à tout le monde en Europe en 1575 qu'Henri Estienne était un homme tout petit, homunculus, et qu'en fait, il était pire qu'un homunculus, il est un Henriculus. Et il y a des lettres très violentes qui montrent aussi comment il a été malhonnête, etc. Mais il est quand même dans l'album et il dit pour mon très grand ami, etc. Alors, si il vous arrivait d'avoir l'honneur qu'on vous présente un album d'amis, il y a un code qui est suivi dans tous les albums que j'ai vus. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 noms. Le nom du possesseur de l'album, accompagné de tas de flatteries, très illustres, très nobles, très savants, etc. Mais aussi qui explique par des termes qui qualifient l'amitié, la relation entre celui qui signe et celui à qui appartient l'album. Si c'est observantia, qui veut dire l'amitié respectueuse, c'est certainement un élève qui écrit, ou quelqu'un qui est plus jeune. Si c'est benevolentia, c'est le contraire, etc. Il n'y a qu'un seul cas où on peut mettre son nom, celui qui signe met son nom en premier, c'est quand il est incontestablement supérieur à celui qui possède l'album. Exemple, Théodore de Bèze, il signe sur la première page, on lui a montré la première page, on lui a demandé ça, même s'il n'est pas le premier à signer. C'est le roi de la communauté intellectuelle calviniste, et il met « Moi, Théodore de Bèze, j'écris pour Bonaventura Vulcanius ». Ensuite, on trouve la bonne formule pour envoyer son inscription. Le nom du signataire et après le message, qui peut être un poème, une devise, un emblème, une citation, un dessin, une gravure, une fleur, etc., on met le lieu et la date de l'écriture du message. Et sans le lieu, sans la date, on n'est plus dans ce genre de l'album d'amis. Alors, il y a évidemment des gens qui ne connaissent pas les lois. Il y a un Joachim Hübner qui écrit, donc qui donne une citation classique et qui met son nom en premier. Vous le voyez, je n'ai pas de petit truc pour vous le montrer. Vous le voyez là.
Bon, il était étudiant en première année, il signe l'album de son prof, il met son nom en premier, je ne le retrouve plus dans la liste des élèves de seconde année. Mais enfin, la corrélation n'est pas aussi... Enfin, c'est une corrélation, c'est pas cause à effet, mais ça montre que c'est quelqu'un qui ne connaît pas les usages. Et voici Théodore de Bèze. Alors lui, il peut signer ici en premier, et voici le cadeau qu'il donne à Bonaventura Vulcanius. 3 citations, Augustin, Euripide, les évangiles, 2 langues, hein, vous avez du grec ici pour l'Euripide, 4 paragraphes, et il explique qu'il lui donne, qu'il lui voue une amitié de bénévolence, c'est-à-dire qu'il donne un signe public de sa protection pour Bonaventura Vulcanius. C'est avant le poste à Leyde, et il est absolument sûr que ça contribue à ce qu'il ait un poste. Donc j'ai transcrit ici toutes ces citations qui, en gros, vous disent que la vie est une vallée de larmes et qu'il faut pleurer. Il y a d'autres... donc, ce que je voudrais faire maintenant, donc vous voyez à peu près ce sur quoi je travaille pour les albums. Ça, c'est l'inscription d'un grand graveur, Goltzius, et éditeur, qui était à Anvers. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de voir comment on peut lire ces textes. Parce que jusque-là, ce qu'on fait avec ces textes, et je trouve ça très triste, c'est de noter le nom de la personne qui signe, le nom du possesseur de l'album, le lieu, la date, et de faire des grandes prosopographies. Et on dit, oui, mais de toute façon, c'est pas personnel. C'est rempli de lieux communs. Et moi, j'aimerais travailler justement sur ces lieux communs. Et je pense que le lieu commun constitue un cadeau d'amitié, constitue une preuve d'amitié. Alors, d'abord, et là vous voyez l'inscription d'Abraham Ortelius, qui est aussi imprimeur à Anvers et qui est l'imprimeur de la première MapMonde, par exemple, et beaucoup d'autres choses. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la page est remplie et qu'on fait de l'inscription un objet que je peux montrer en diapositive, mais qu'on pourra aussi montrer sur le carnet. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas à un texte, elle est un dispositif de cadeau. Et en général, dans la formule d'envoi de la marque d'amitié, on dit c'est un tekmeron, c'est un tessera, c'est un testimonium, donc témoignage, petit ex-voto, petit signe, petite marque, petit cadeau, petite trace, petit symbole, etc. Donc, ce que je vous disais, c'est que jusque-là, et c'est aussi ce par quoi j'ai commencé, ce qu'on a essayé de faire avec ces albums, il y en a, j'ai oublié de vous dire ça, on connaît, qui ont été faits à Leyde entre 1575 et 1600, c'est-à-dire les 25 premières années, il y a 1600 albums connus, 900 albums conservés. Donc c'est énorme, hein. C'est une mode incroyable. Dans les Pays-Bas, on connaît 3000 albums. Donc on a conservé 3000 albums pour les 50 premières années de la création de l'université. Il y en a aussi beaucoup en Allemagne du Nord et Allemagne Nord-Ouest. Donc ça suit vraiment le luthéranisme et Melanchthon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en général, on a fait des tableaux. Puis on a vu qui fait quoi et on n'a pas noté ni la spécificité du texte, ni aussi les conventions, non pas typographiques, mais de mise en page, qui objectifient ces textes. Et comme vous voyez ici, il y a un art de la signature, et ça c'est la signature de Bonaventura Vulcanius, il fait ça sur tous les albums qu'il signe, et vous voyez qu'il finit en cul de lampe, il imite quelque chose d'imprimé, hein, tout en signant avec son paraphe et en montrant grec, latin, qu'il est extrêmement savant. Il n'a pas besoin d'écrire beaucoup parce qu'il est connu à ce moment-là et que donc c'est déjà un honneur qu'il ait signé.
Alors, le problème, c'est qu'on attend des déclarations d'amitié qu'elles soient personnelles, qu'elles soient uniques, qu'elles nous disent quelque chose qu'on ne connaît pas par ailleurs de la vie publique de la personne. Et on n'en trouve pas. On n'en trouve pas, mais ce qu'on va trouver, c'est justement une collection de lieux communs par lesquels se disent la sincérité. Ça, c'est un de mes dessins préférés. C'est une encre qui a été faite par un étudiant de droit pour un étudiant de théologie à Leyde en 1608, et c'est l'allégorie de l'amitié. Et ce que vous voyez qui forme la ligne d'horizon, etc., et les lignes de fuite du dessin, ce sont des citations classiques que je vais vous montrer brièvement ici. Il y en a pas mal, hein, qui viennent toutes d'auteurs latins sur ce qu'est l'amitié, comment reconnaître l'amitié de la flatterie, comment il y a une chose qui est assez intelligente. Ici, c'est une citation de Pétrone qui explique comment ne pas laisser entrer dans le fort de l'amitié, dans l'intimité, les flatteurs. Et puis, il y a un endroit où on signe pour son ami Adrien Offert. Donc, vous voyez qu'il l'a bien fait, il a mis celui qui est au-dessus de lui au premier et il se met en dessous. Johannes Campus a fait cela à Leyde 1608. On connaît assez bien Adrian Hofer, qui va être auteur d'emblèmes. On ne connaît absolument pas Johannes Campus, qui visiblement ne payait pas ses frais de scolarité et n'a pas laissé de traces. Alors, c'est ça ce qui m'a intéressé. Comment est-ce que cette amitié singulière se dit par des lieux communs et de façon satisfaisante ? Par le jeu des citations, par le jeu des symboles, des interprétations que tout le monde sait faire. Par exemple, c'est le fort de l'amitié, c'est un oppidum et on voit tout ce qu'il peut y avoir, et par un jeu de lecture et dialogue qui interprète. L'album sur lequel je travaille est fait sur un livre interfolié, un livre de parodie morale, c'est-à-dire de vers classiques parodiés pour leur faire dire quelque chose d'autre ou leur faire dire des messages bibliques. Et chaque page de droite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la belle page, est laissée vierge pour que le lecteur puisse continuer le texte. Donc voilà à quoi ressemblent les parodies, c'est la page de gauche. Sur la page de droite, on devrait remplir. Or c'est là qu'on a les déclarations d'amitié. C'est le seul exemplaire des parodies morales d'Henri Estienne qui a été rempli. C'est-à-dire, il l'avait fait, il dit dans la préface « Lecteur, je t'ai laissé la plus belle page, utilise-la, etc. » Mais je n'ai jamais trouvé d'autres lecteurs qui aient été intéressés par le jeu. Mais c'est parfait pour les cercles d'amis qui peuvent aussi, s'ils ne sont pas inspirés, faire des parodies. Et c'est là-dessus que j'arrive à mes adages, partie 2, mais qui sera beaucoup plus rapide. De fait, l'utilisation des lieux communs et de citations que tout le monde reconnaît est liée à l'amitié et aux pratiques amicales dès 1501 par Erasme dans la collection des adages. Alors, je vais vous passer l'histoire de la composition des adages, mais en gros, on commence en 1500 avec des sentences attribuées à Pythagore. 1501 apparaît ce proverbe « Aux amis, tout est commun » qui passe en première position en 1508 avec le commentaire suivant que c'est l'augure, l'auspice de tout le recueil des adages et que c'est l'adage le plus important parce qu'il donne l'idée de ce qu'est le proverbe, de ce qu'est l'adage. Et vous voyez que c'est le bon auspice de la collection, parce que la collection, c'est ce qui sera commun aux amis qui la lisent. Donc aux amis, ou on pourrait dire aux lecteurs, tout est commun. Cette mise en avant de l'amitié se continue si vous lisez, par exemple, dans la préface des adages, la définition de l'adage,
qu'est-ce qu'un adage? Est-ce que c'est simplement un proverbe ou une sentence ou un paradoxe, etc. Et il va donner deux définitions de l'adage, enfin deux critères. D'abord, l'usage commun. Donc un adage doit être un lieu commun, ça doit être un cliché. Et effectivement, tous ces adages vont avoir souvent une source grecque. S'ils n'en ont pas, il en fait une, c'est-à-dire qu'il fait une rétro-traduction du latin au grec pour que ça existe en grec, et au moins 2 auteurs qui l'ont utilisé. Pour l'adage « aux amis sur tout est commun », il y a 53 références anciennes. C'est pas exhaustif, hein. La deuxième chose, c'est l'originalité. Mais ce qu'il appelle l'originalité, c'est la difficulté de compréhension. Et c'est là que le lieu commun n'est plus si commun. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élément d'énigme dans l'adage. Et c'est cette énigme-là qui fait qu'on ne traverse pas le texte et qu'il devient matériellement un objet à étudier. Du coup, on peut dire que Érasme définit la forme brève, celle de l'adage, c'est-à-dire par exemple « aux amis tout est commun », comme une forme de petits signes qu'on peut envoyer comme marque d'amitié. J'en donnerai 2 exemples. Je vous épargne une longue lettre où un de ses amis, qui lui écrit tous les ans, se plaint de ne jamais recevoir de réponse, ni même de petites confirmations qu'ils sont encore amis. Donc on est en 1521, et Érasme répond « Mais je passe mon temps à publier, et voilà les marques de mon amitié. » Alors on peut dire que c'est un peu poussé, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mise. Par contre, celle-là, c'est dans les paraboles. Et les paraboles, c'est une série de comparaisons des similitudes que nous utilisons, enfin que les humanistes utilisent, et de similitudes des auteurs classiques. L'auteur classique le plus cité étant Plutarque. Et là, il raconte qu'il y a 2 types de personnes, et donc 2 types d'amitié, puisque l'amitié montre ce que nous sommes chez les humanistes, et il y a un type d'amitié qu'il appelle vulgaire ou vile, et c'est une amitié matérielle. Et là, pour prouver son amitié, on envoie des petits cadeaux. Alors ça, c'était marrant. Tu vas en France? Moi, j'en ai jamais reçu de ça. Des anneaux, des petites dagues, des tiares, des babioles. Et ça, c'est très vulgaire quand même. Et donc, cette amitié-là, elle disparaît vite. Parce qu'elle est matérielle et elle est aussi associée à des hommes, des amis, qui ne sont pas très intéressants eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes vulgaires. Les seconds, c'est nous. C'est toujours comme ça chez Érasme. C'est-à-dire, il a la gentillesse de ne pas dire moi, il dit nous. Donc, soyons dedans. Pour nous, quand notre amitié tient tout entière dans l'union de nos âmes et le partage de nos études, pourquoi ne pas choisir, en guise de mutuel signe, de nous envoyer des cadeaux de l'esprit, des lettres ou des mots? Et voilà, on est là avec les adages, on est là avec le livre. Et donc quand il dit « ami lecteur », ce n'est pas parce que c'est un cliché, c'est parce que en envoyant le livre, il fait du lecteur un ami. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite ou si c'est trop lent, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc, c'est assez intéressant quand Érasme donne un cours en disant il faut varier l'expression, et donc ça s'appelle le Décopiae, c'est un livre magnifique où il dit on n'en a jamais trop, si c'est bien écrit, si c'est varié, c'est magnifique et c'est délicieux. Ben, quel est l'exemple qu'il donne? 326 façons de dire au revoir à un ami. Et son ami, c'est Thomas More. Ensuite, il écrit l'éloge de la folie. Donc, c'est encomium, l'éloge de Moriae. Et More, on le reconnaît là. Et au début, il dit, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à nos communes études. Vous vous rappelez, hein, l'amitié, les études communes et le mot commun. Et aux amis, tout est commun. Donc, pour Érasme, lorsqu'on écrit, qu'on lit, qu'on discute et qu'on aime, c'est la même chose, c'est le même espace. Et cet espace-là est public. Et je crois qu'avec le romantisme, on a commencé à définir cet espace personnel comme nécessairement privé,
Et ça explique aussi le désintérêt pour tous ces textes sur l'amitié qu'on considère comme surfaits et donc manquant de sincérité. Alors que je crois que dans les cercles humanistes, au contraire, l'usage du lieu commun fait le groupe, fait le cercle et que l'amitié est nécessairement publique. Et je crois aussi que si vous allez sur Facebook, c'est pas que ces gens sont particulièrement superficiels parce qu'ils écrivent sur un mur public, c'est parce qu'ils retrouvent et réclament cette dimension publique du sentiment, du lien social. Alors, continuons avec mon numéro 3, les emblèmes. Je vous envoyais ici un exemple chez Gilles Corrozet à Paris, 1540. Et de façon intéressante, en même temps que les adages se développent, les adages vont fournir matière à une autre expression qui est aussi sur une page, qui n'est souvent pas signée, mais qui est aussi double, comme l'amitié est double, hein, les deux amis, c'est un minimum. Il y a un titre, par exemple ici, preuve de nouvelle amitié, et une image, et un commentaire de l'image. Le début de ce genre, c'est 1532, un juriste, André Alcia, qui a publié en latin un recueil d'emblèmes. Pourquoi est-ce que je les mets en lien ? D'abord parce que je dirais que le tiers des emblèmes vient d'Érasme, des adages. C'est-à-dire que le petit titre est un adage. Et je vous montrerai ensuite les emblèmes aux amis, tout est commun. Donc, ça n'est pas que les adages viennent directement de citations classiques ou du Trésor des Nations. Ici, on voit que ces adages sont écrits par rapport à un texte commun que tout le monde lit et qui définit la République des lettres. Deuxième chose, vous voyez aussi que, et ça on le voit assez vite, le lien entre preuve de nouvelle amitié et quelqu'un qui qui verse un liquide dans un vase n'est pas immédiatement clair. Il y a une énigme. Et on va donc en discuter, et l'énigme est parfois résolue, c'est pour ça que je vous ai donné un facile au début. Avant que mettre en ce vaisseau aucun vin, l'essai je ferai s'il est bon et s'il tient bien l'eau, puis après je m'en servirai. C'est-à-dire, avant de considérer que quelqu'un est mon ami, je vais faire l'épreuve de sa fidélité. Ça semble simple, ça ne l'est pas tellement. Parce qu'en fait, ça détourne un autre adage sur l'amitié, qui est que les amis, c'est comme le vin. Plus ça vieillit, plus l'amitié est ancienne, meilleure elle est. Alors, ici, vous voyez qu'on a un peu dévié. Et c'est la loi des emblèmes. C'est un peu énervant pour nous, parce que Descartes est passé par là. On aimerait bien que ça soit carré, mais ça n'est jamais carré. C'est-à-dire que l'explication n'est jamais le lien exact entre le titre et l'image. Ce serait trop simple. Alors je vous disais, premier lien, ces emblèmes viennent majoritairement d'adages d'Érasme ou de citations d'Érasme, qui ne sont pas citées comme érasmiennes, mais qui le sont. Deuxième lien, les recueils d'emblèmes ont été extrêmement fréquemment utilisés comme alba amicorum. Je vous donne des exemples avec Alcia. Les lieux communs, qui ne sont pas très marrants, mais qui ressemblent quand même à ça, de Philippe Melanchthon le sont aussi. Et les icônes tirées de la Bible, qui ressemblent aussi à des emblèmes et qui sont commentés avec le même dispositif, le sont. J'ai mis quelques exemples, mais la question, et il y a même des recueils d'emblèmes, qui sont publiés pour servir d'album d'amis. Donc on vous laisse une page blanche à chaque fois. La question, c'est quand même l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que si je fais un recueil d'emblèmes, je fais un recueil de gravures. Or, les gravures, ça coule. Et je n'ai pas envie que mon papier pèse des tonnes, parce que ça coûte cher aussi. Donc si je suis imprimeur, le plus simple, c'est de n'imprimer que d'un seul côté de la page. Donc bien sûr, ça va laisser des pages blanches, mais qui souvent sont tachées par l'encre qui revient en transparence. Donc
je dis l'œuf ou la poule, c'est-à-dire, certainement c'était plus pratique de le faire sur des recueils de gravures, mais ce ne sont pas n'importe quel recueil de gravures non plus. La deuxième chose, c'est que la plupart des emblèmes parlent d'amitié. C'est-à-dire que l'amitié est un thème des emblèmes. Et en particulier, on va voir apparaître dans les recueils d'emblèmes toute une série d'épisodes topiques sur la preuve de l'amitié. Parce qu'il y a une obsession. L'ami va-t-il me trahir? Et ça, c'est chaque fois qu'on parle d'amitié, en fait. Donc, on voit ici que, par exemple, il y a des tests. Si vous perdez toute votre fortune, là, vous ne garderez que vos vrais amis. On connaît l'ami au besoin. Traduction d'un adage d'Erasme. Et on voit bien que quand sa maison brûle, qu'on n'a plus rien et qu'on va aller demander de l'argent et de l'aide, les faux amis se détourneront. Et voici l'adage avec encore un autre recueil d'emblèmes qui prend ça. Amicus certus in re incerta cernitur, avec ce très beau ker. C'est dans le malheur qu'on reconnaît l'ami véritable. Il y a bien sûr l'emblème le plus répandu et qui reprend le premier adage, « Aux amis tout est commun », et vous voyez que cet adage est commenté par des couples d'amis. Et donc on représente, comme d'ailleurs on représente des couples de lecteurs dans les bibliothèques, les amis qui regardent ici tous les symboles de l'amitié, qui vont être expliqués d'ailleurs la page suivante, et c'est une stèle puisque nous sommes dans le domaine de l'immortalité. Je retourne pour ma conclusion à mes albums d'amis. Le mieux que vous puissiez faire, c'est justement un emblème à l'intérieur de l'album d'amis. Donc voici un emblème qui a été fait à Marbourg en 1592 et où vous voyez tout ce qu'il faut connaître sur l'amitié. Or, en donnant cet emblème, ce que le jeune étudiant donne à Roland de Werth, c'est l'assurance publique qu'il est son ami et la définition du type d'amitié qu'il partage, avec des références qui sont communes, comme les adages le sont, aux amis. Je continuerai en disant que c'est aussi la définition même de l'emblème dans la première édition des emblèmes par Alcia. Je vous ai donné ici le poème qui ouvre le livre et sa traduction en français, parce qu'elle est bien meilleure, la traduction des deux derniers vers en français, qui est bien meilleure que celle que je vous aurais donnée. Voici ce livre, « Prends de m'amour ce gage ». Voici un gage d'amour, un gage d'amitié. Et chaque emblème, avec le titre, la gravure, l'explication, fausse explication bien sûr, chaque emblème est dédié à un ami. Donc ici, vous avez le premier emblème. Qu'est-ce que c'est? L'amitié. C'est donc « Prends de m'amour ce gage », dédicace du livre, et aussi dédicace de l'emblème lui-même à l'ami. Ce qui est un peu bête, vous voyez que c'est la vigne autour du chêne, qui est le symbole dans toute la littérature humaniste de l'amitié. Ça nous rappelle la vigne et la rose, symbole de l'amour éternel dans d'autres temps et d'autres systèmes symboliques. Ce que vont en faire les jeunes humanistes qui vont dire « c'est bien, la vigne étouffe le chêne ». Et en fait, le lierre va tuer l'ami sur lequel il s'est mis. Ça me rappelle un tel qui m'a trahi tel jour, etc. De fait, ce qui est en question, donc dans ces déclarations d'amitié, ça ne va donc pas être, au-delà de la date et du lieu, la circonstance particulière de l'amitié, mais ça va être la définition de ce que devrait être l'amitié idéale. Et du coup, se développent des petites images qu'on appelle des types et qu'on s'offre entre amis, des images de l'amitié qui, vous voyez, sont des emblèmes
Donc vous reconnaissez ici l'amitié qui, non pas donne un cours de dissection, mais montre son cœur. Elle a les cheveux épars parce qu'elle ne se cache pas, elle ne se pare pas. L'ami ne se montre pas sous son meilleur jour, il veut être connu pour ce qu'il est. Aestas et Tiems, c'est, vous le savez, l'ami certain se reconnaît dans le malheur. Donc, pendant la bonne saison comme pendant la mauvaise. Langue et propé, donc de loin comme de près. Et puis, vous voyez ici, autour des parties génitales, à la mort, à la vie. Et là, il y a un écu vide parce que vous le remplissez avec votre nom. C'est-à-dire que c'est ce qu'on envoie. On appelle ça le type de l'amitié et on l'attribue à Melanchthon. Je dis on l'attribue parce que je crois que c'est vraiment une reconstitution historiographique de situer chez Philippe Melanchthon, l'ami de Martin Luther, l'origine de cette pratique. On a à Lyon, dans les années 1540, des livres imprimés qui s'appellent les livres des amis et qui sont des témoignages publics d'amitié signés avec un prénom et un nom. Je voulais aussi vous montrer les emblèmes de Sambucus. J'ai presque fini, hein, et vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. C'est certainement, avec Alcia, le livre d'emblèmes qui a eu le plus de succès. Et on voit ici aussi une définition normative de l'amitié qui donne quelque chose, ce cœur, mais vous voyez que ce cœur est commun à tous puisqu'il est divin. Et je crois que c'est une définition de l'amitié comme aux frontières de la charité chrétienne qui naît à partir d'Érasme dans le monde des adages où la sagesse ancienne retrouve le message évangélique. Et l'exemple de l'amitié parfaite que donne Érasme, ce sont les pythagoriciens qui ressemblent à des moines, en fait, qui vivent habillés de blanc, qui n'ont pas de propriété personnelle et qui partagent tout. C'est un thème qui est absolument de plus en plus présent dans les recueils d'emblèmes. Je n'ai pas pu résister à vous montrer l'amitié sainte dans un recueil du début du XVIIe siècle et qui va devenir un thème d'alchimie, qui n'est pas la sympathie, hein, qui est donc l'amitié qui est sainte et qui est publique et non pas cachée. Donc, je vous donne d'autres exemples. On trouve partout, hein, ces petites images. Ici de Ripa. Ici encore un autre iconologie de Ripa dans sa réédition. Vous voyez qu'elle est devenue femme, mais quand même elle montre son cœur, elle a les cheveux lâchés, etc., etc. Et je reviens pour les 3 dernières minutes à mon Vulcanus. Je vous ai dit que Vulcanus était le fils d'un humaniste qui lui-même a été l'élève d'Érasme. Et je vous ai dit qu'Érasme avait écrit une lettre de recommandation pour cet élève, donc Petrus Vulcanus, qui était à Bruges. C'était pour le recommander pour qu'il devienne précepteur de ce jeune Lord Montjoy pour qui il a écrit les adages. Cette lettre, elle est maintenant à Leyde, en très mauvais état, parce que Bonaventura Vulcanus l'avait retrouvée, il la montrait à tout le monde, en disant voilà, mon père était connu, c'était un ami d'Érasme. Et de fait, lui aussi se situe dans la génération des enfants d'Érasme. Donc il va faire signer un nombre assez impressionnant d'amis de son père quand son père est mort. Il va à Bruges et il fait le tour des amis de la famille, qui signe en disant « c'est une amitié paternelle ». Paterna amicitia. Je vous ai aussi parlé de ses pères et de ses fils qui signent ensemble et qui aussi, dans leur fidélité, définissent une amitié qui dépasse les confessions religieuses. Bon, ça, c'est un peu à discuter, sinon il n'aurait pas 2 albums, enfin 3 en fait, parce qu'il en avait 3 hein, qu'on connaît, mais qui surtout dépasse les générations. Or, c'est là
je pense, l'héritage érasmien essentiel, c'est-à-dire cette communauté des cercles, des amis, des références, se transmet. Et dans l'album, on voit le signe de cette transmission, non pas seulement dans la reprise des textes et des thèmes, mais aussi dans l'insistance sur la filiation paternelle. On est maintenant 2 générations après Érasme. Érasme a été mis à l'index en 1551 à Louvain et en 1564 à Rome et pour toute l'Europe. Donc, ça va devenir effectivement une ligne de partage. Cette sociabilité humaniste qui avait été mise en place par le lieu commun, la matérialité du texte, c'est-à-dire je donne un texte comme je donne un cadeau, et la filiation avec l'héritage, héritage classique et héritage chrétien, qui se mêlent dans la nouvelle génération à chaque fois, tout cela va devenir donc d'abord l'apanage des communautés protestantes, à cause de la condamnation d'Érasme par les catholiques, mais aussi une esthétique du lieu commun et de la culture érudite qui se reconnaît à des fragments. Et Eric van der Schueren n'est pas là, mais je pense qu'un des plus beaux livres sur cette culture-là qui a été écrit, c'est le livre d'Eric van der Schueren sur les florilèges. C'est-à-dire, ça n'est pas mettre en miettes une culture, c'est en donner l'essence par la forme brève. On ne peut pas donner une forme longue, sinon on écrit un livre, mais c'est un peu différent. On donne des formes brèves comme on donne des gemmes, des pierres précieuses. De ce point de vue-là, oui, je finirai en disant que l'amitié n'est pas seulement un thème, c'est une poétique humaniste. C'est-à-dire c'est un mode pour penser l'écriture et pour penser aussi la lecture et le rapport à la culture en général.